Je m'appelle Camille Coty, je travaille à l'Université du Québec à Montréal. Alors, quand j'ai vu une journée à l'LVM pour les nuls, je me suis senti concernée parce que je viens pas du tout de la communauté compilation. Je fais des outils pour le calcul distribué et le calcul parallèle. Je suis très contente des outils fournis par l'LVM parce que ça nous permet de faire des choses sans être des spécialistes de compilation. Donc, je vais vous présenter deux façons de faire qu'on a utilisées récemment. Donc, c'est une collaboration, surtout la deuxième partie, c'est une grosse collaboration avec des gens, donc l'Université d'Oregon et de Oak Ridge National Lab. Je vous ai mis les références dans les slides. Donc, d'abord, je vais vous présenter comment nous on fait de l'analyse de performance là-dedans. Donc deux façons dont on le fait, donc avec de l'instrumentation sélective et en utilisant des callbacks. J'ai passé du temps dans l'équipe qui fait TOE, donc Tuning and Analysis Utilities. C'est un ensemble d'outils pour le tracé et pour le profiling. Donc, je vais détailler un petit peu ce que c'est la différence. L'idée, c'est d'avoir un ensemble d'outils pour faire ce qu'ils appellent du performance engineering, donc pour analyser les performances du programme, pour après savoir où aller optimiser et comment. Le but, c'est de supporter toutes les plateformes, tous les compilateurs, tous les environnements de programmation possibles, etc. Et pour ça, il y a un ensemble d'outils, donc pour instrumenter le code, pour prendre les mesures et pour analyser le résultat. Donc le profiling, c'est ce qu'il y a sur la partie gauche du slide. On vous dit combien de temps on passe dans chaque routine. Voilà. Et donc, on voit routine par routine, la mesure elle peut être inclusive ou exclusive, donc en excluant les appels de fonctions qui sont faits dedans ou en incluant tout. Et suivant des métriques qu'on va choisir, donc ça va dépendre de ce qu'on veut. Donc on peut avoir du temps, ça peut être des mesures prises avec par exemple avec papier, etc. Donc, c'est complètement séparé, on peut utiliser les métriques qu'on veut. Et sur la partie droite, c'est le tracé, donc le traçage, le tracing. Là, ça va vous dire quand les événements ont lieu. Donc sur la partie droite de l'écran, j'ai mis une capture qui vient d'une documentation. C'est un programme MPI qui communique par passage de messages et en fait chaque ligne est un processus. On voit quand ce processus passe du temps dans des fonctions. Donc les rectangles, c'est qu'on voit en vert, en rose, etc. C'est le temps qu'on passe dans les fonctions. Et entre ces processus, il y a des communications, donc c'est les lignes jaunes qu'on voit entre. Donc c'est deux choses différentes qu'on active de façon différente, mais on peut avoir les deux. Alors comment on prend ces mesures? Alors soit avec des wrappers, donc par exemple avec une interface de profiling. En MPI, on a PMPI. Alors quand vous faites en MPI, vous faites MPI send, vous appelez MPI send. Et MPI send, lui, il appelle PMPI send. La communication est faite dans le PMPI send. Et ce qu'on peut faire, c'est qu'on réimplémente MPI send, on met notre appel à PMPI send et on met des timers avant et après. Et ça permet ça permet de prendre la mesure. On peut aussi s'interposer entre les appels et la bibliothèque. Il y a aussi des outils de génération de wrappers qui sont fournis. On peut prendre des mesures en intervenant au link ou en préchargeant une bibliothèque de prise de mesure, donc soit avec une interposition, soit avec des callbacks. Donc ça, c'est dans le programme. Il y a des endroits où il y a des fonctions callback qui sont appelées. Et donc, soit ça appelle à rien, donc là, ça fait rien. Soit là, on va venir et puis on va, dans la bibliothèque qu'on fournit, on fournit une implémentation de ces callbacks qui appellent des fonctions de prise de mesure. Il y a aussi des utilitaires de modification de l'exécutable, donc là que je connais moins. Et sinon, on peut insérer des prises de mesure dans la source, tout simplement. Donc là, aujourd'hui, je vais parler dans un premier temps de l'insertion dans la source et dans un deuxième temps des callbacks. Donc, une question importante, c'est l'instrumentation sélective. Donc, l'instrumentation sélective, donc l'instrumentation automatique de code,
C'est simplement dans notre code, on insère automatiquement des appels à des mesures à des fonctions de mesure. Donc par exemple dans GCC, si on utilise l'option si on compile avec -f instrument function, ça va insérer au début et à la fin et à la sortie des fonctions sig profile func enter et sig profile func exit. Et ensuite, on va prendre ces mesures, on va fournir les bibliothèques de profilage, vont implémenter ces mesures, ces fonctions pour prendre des mesures. Alors, on dit c'est le GCC style, mais il y a beaucoup de compilateurs qui les fournissent maintenant. Alors dans To, on a des fonctions, c'est simplement to start, to stop. Et on les insère dans le code et ça démarre, ça arrête des timers. Alors on peut le faire manuellement. On peut le faire avec PDT, qui est un outil de manipulation pour insérer ça, ou en utilisant une instrumentation faite par le compilateur. Donc là, c'est le compilateur qui va insérer ces appels. Alors les questions qui se posent là, c'est est-ce qu'on veut instrumenter toutes les fonctions ou alors est-ce qu'on veut modifier nous-mêmes le code source? Si on veut instrumenter toutes les fonctions, et ben c'est simple, donc le compilateur d'instrumenter toutes les fonctions, il le fait pour nous. Si on veut être plus précis, est-ce qu'on a vraiment envie d'aller mettre les mains dans le code source pour instrumenter ce qu'on veut? Donc là, comment LLVM va pouvoir nous aider pour faire ça? On peut le faire sous forme d'une passe. Alors, on a deux versions dans libclang en utilisant libclang ou en utilisant un plugin. Ce que je vais expliquer aujourd'hui, c'est en utilisant un plugin. Il y a une doctorante qui travaille qui a réimplémenté PDT, donc un instrumenteur en utilisant libclang, en utilisant exactement le même principe. Donc, comment ça fonctionne? Donc la passe, quand elle est chargée, elle va parcourir l'ensemble des fonctions du programme. Donc ça passe en début d'exécution, enfin au début du pipeline où toutes les passes passent. Et donc pour chaque fonction, donc ça on utilise la fonction run-on-function. Pour chaque fonction, on décide est-ce qu'on veut l'instrumenter ou pas. Et si on décide de l'instrumenter, on insère toStart à l'entrée de la fonction et on trouve toutes les sorties et on insère toStop à toutes les sorties. Est-ce que c'est tout? Oui, ça suffit. Donc, je vous ai quand même parlé d'instrumentation sélective. Donc, ça prend un fichier d'entrée avec une petite syntaxe pour fournir la liste des fonctions qu'il faut instrumenter. Donc on peut donner des fonctions à inclure, à exclure. On a une wildcard, alors on ne peut pas utiliser l'étoile comme wildcard, donc on utilise le chart. Et aussi on peut donner des fichiers sources à inclure ou à exclure. Par exemple, ce qui arrive souvent, c'est que il y a des fonctions qui sont définies dans les entêtes et on n'a pas envie de les instrumenter. Par exemple, on n'a pas envie d'instrumenter tous les appels à @oui qui est dans notre programme. Et ben on peut dire hop, on exclut toutes les fonctions qui terminent par .h. Donc là aussi on a des wildcards. Et on donne pour donner la liste des fonctions à inclure ou à exclure. En C, on donne le nom de la fonction. En C++, on est obligé de donner le prototype en entier. Donc j'ai mis un petit exemple, on a une section où il y a la liste des fonctions qu'on inclut, avec apply avec une wildcard, et il y a la liste de fichiers qu'on exclut avec une wildcard. Ça fonctionne aussi avec les templates, et là pareil on peut utiliser des wildcards, donc soit on donne explicitement les noms des templates, les noms des fonctions templatisées, des instances des templates qu'on veut instrumenter. Soit on peut donner une wildcard comme ça. S'il y a un bruit derrière, c'est que mon chauffage s'est mis un petit peu combien. J'espère que ça va. Alors, un petit exemple. Donc, j'ai eu l'opportunité d'essayer ça avec un certain nombre d'applications de calcul scientifique. Là, j'ai mis avec Loulèche. Donc, avec Loulèche, si on instrumente tout, c'est très long et en plus on voit rien. Donc là, je vous ai mis la sortie de l'exécution avec toutes les fonctions de Loulèche qui sont instrumentées. Et donc vous voyez le temps qu'on passe dans chacune de ces fonctions, c'est très long.
Alors, si on instrumente seulement les fonctions qui commencent par domaine et les appels à OpenMP, ça met 133 minutes à s'exécuter. Et on voit encore pas grand chose. Donc là, vous voyez, hein, on a les fonctions de la classe domaine qui s'exécutent. Mais par contre, on passe quand même beaucoup de temps dans une OpenMP implicit task qui fait autre chose. Donc on va utiliser autre chose. On peut instrumenter seulement quelques appels de fonctions et OpenMP. Donc là, vous voyez le fichier que j'ai utilisé. Donc j'ai mis les fonctions qui commencent par calque, trois fonctions qui font des calculs de Lagrangien et une fonction comme ça. Euh, et là tout de suite, bah, on passe de 133 minutes d'exécution à 4 minutes d'exécution parce qu'on avait un gros overhead on avait un gros overhead dû au fait qu'on avait qu'on avait inséré plein d'appels à des fonctions de mesure partout. Et si on raffine un petit peu, en excluant quelques routines, on descend encore à 2 minutes 54. Là, on descend encore. Alors là, on voit pas grand-chose, mais c'est dans la visualisation, on peut retirer. Donc voilà, ça c'est le fichier d'entrée que j'ai utilisé. Donc vous voyez que j'ai laissé la même include list et j'ai exclu quelques fonctions en regardant là, j'avais vu qu'il y avait des petites fonctions très courtes qui étaient appelées beaucoup de fois. Donc ça, c'est là où on va sentir les fonctions, le coût des fonctions de mesure. Donc je les ai exclus là. Et donc là, en filtrant, en retirant cet appel à OpenMP implicit task, là on voit un petit peu mieux. Et donc on passe, j'ai pas mesuré le temps en instrumentant tout, juste la classe domaine, on a 133 minutes, et là on passe à 2 minutes 54. Et on voit ce qui se passe. Donc c'est quand même beaucoup plus intéressant. Alors, où est-ce qu'on va trouver ça? C'est moi qui le maintiens. Je l'ai sur mon GitHub à cette adresse-là. C'est aussi inclus dans Tau. Donc simplement, ce qui est distribué avec Tau, bah, je copie mes fichiers dans les sources de Tau. Donc vous pouvez l'utiliser avec Clang ou Clang++ en passant des options. C'est documenté de toute façon sur mon GitHub. Et l'intégration dans Tau, donc on a un script, on a des scripts TOCC et TOCXX qui vont appeler avec la ligne de commande qui va bien pour instrumenter, pour faire l'instrumentation sélective. Voilà. Je crois que c'est à peu près tout. Ouais, c'est documenté, c'est illustré avec des exemples. N'hésitez pas à me contacter. Pour le moment, il n'y a pas de support pour Fortran parce que ils sont enfin, puisque le nouveau Flang est encore en développement. J'attends qu'il y ait quelque chose d'utilisable avec comme backend LLVM pour le faire. Voilà. La deuxième partie de ma présentation, ça concerne en utilisant des callbacks. Donc ça, c'est un travail qu'on a fait avec les collègues de Cridge sur OpenACC. Donc, OpenACC, si vous ne connaissez pas, c'est un langage basé sur des directives, donc comme OpenMP, qui a été lancé en 2010. Et le but, c'est d'exécuter du code parallèle sur des accélérateurs hétérogènes. C'est très supporté par NVIDIA et ça pousse beaucoup derrière. Il y a des implémentations dans GCC, OpenArc, OpenUH, etc., etc. Ça supporte de l'offloading sur les GPU NVIDIA, sur les Xeon Phi, sur les FPGA, etc. Alors maintenant, pourquoi on a deux langages, OpenMP et OpenACC? OpenACC, c'est une interface qui est beaucoup plus simple et qui a pas l'énorme richesse de OpenMP. Par contre, OpenMP, c'est très prescriptif. Donc on dit, voilà, j'ai une boucle, on va la découper comme ça, etc. Et OpenACC est plus descriptif. Donc OpenACC, on va dire, voilà, il y a une boucle. Et le compilateur a beaucoup plus de liberté sur comment il va découper, comment il va paralléliser, etc. Donc là, il y a une grosse opportunité pour faire de l'optimisation dans le compilateur en OpenACC. Donc ça explique la simplicité plus importante de l'interface d'OpenACC. Alors OpenMP5 a introduit une directive loop qui est aussi descriptive et qui laisse beaucoup de place pour le compilateur.
Le support pour OpenACC dans LLVM existe via le projet CLAC. Donc, c'est un projet de Oak National Lab qui est supporté par les projets ECP. Donc, les projets ECP, c'est des gros projets qu'il y a aux États-Unis pour fournir un environnement, notamment pour fournir un environnement de programmation pour l'Exascale. Et dans le cadre de ce projet, il y a un fork de LLVM qui a été fait, qu'on appelle LLVM DOI. Donc là, je vous ai mis le lien pour le trouver. Vous avez la liste de tous les sous-projets. Et je vous ai mis aussi un lien vers la petite page qui présente Clack. C'est surtout Joel Denny qui fait ça. Et il a des collègues à Oak Ridge qui travaillent plus ponctuellement avec lui. Donc l'idée, c'est que Clack prend en entrée un code OpenACC et il le traduit en OpenMP pour pouvoir ensuite derrière utiliser toute la machinerie LLVM pour exécuter de l'OpenMP. Donc pour ça, ce qu'il fait, c'est qu'il génère un AST OpenACC qui traduit en AST OpenMP. Et ensuite, soit il va générer de la source OpenMP, soit il va générer de l'IR LLVM et ensuite compiler directement. Il y a une faute de frappe là. Alors le truc, c'est qu'il y a des choses dans OpenACC qui ne sont pas implémentées qui n'existent pas dans OpenMP. Joël les a rajoutées. Donc c'est juste pour supporter OpenACC. Il ne faut pas les utiliser quand on écrit un code OpenMP et c'est pour ça qu'il faut faire très attention dans le code source to source. Et donc vous voyez le chemin qui est passé sur la partie droite de mon slide. Le CLAC prend une source en OpenACC, génère un AST OpenACC, traduit ça en AST OpenMP et ensuite génère l'exécutable soit via une source OpenMP, soit via LPR. Alors, je vous ai parlé de mesurer des performances en mettant des points de mesure dans la source. L'autre façon de faire dont je parle aujourd'hui, c'est pas les deux seuls, mais voilà, c'est d'utiliser des callbacks. Donc, à des points spécifiques du programme, le programme il va appeler des callbacks. Donc, par exemple, ça va être quand il commence à envoyer des données sur l'accélérateur, il appelle un callback. Quand il a fini, il appelle un callback, etc. Tout ça, c'est normalisé. Excusez-moi. Tout ça, c'est normalisé et on peut passer de l'information du programme vers la fonction qu'il y a derrière ce callback dans les paramètres de cet appel de fonction. Donc, par défaut, le callback, c'est une fonction vide qui fait rien. Et donc, quand on enregistre un callback, c'est que on l'affecte on lui affecte une fonction arbitraire. Donc, on va pointer sur une fonction arbitraire. Et donc, pour faire de l'analyse de performance en utilisant des callbacks, ce qu'on fait, c'est qu'on implémente une fonction. Donc, on implémente une fonction qui respecte le prototype du callback. Ça peut être, par exemple, démarrer et arrêter un timer et en utilisant de l'information qui est passée au callback. Et à l'initialisation, on les enregistre, c'est-à-dire que le callback, au lieu de pointer sur une fonction vide, il va pointer sur nos fonctions de prise de mesure de perf. Donc là, je vous ai mis quelques petits exemples. Donc à l'initialisation, on enregistre la bibliothèque de compilage. Voilà, on a un callback update start, un callback update end, un callback pour mettre en queue un upload vers l'accélérateur quand on a fini, etc., etc. Et donc ça, cette interface, je l'ai implémentée dans tout. Alors, toutes les implémentations d'OpenACC n'implémentent pas toute la norme, donc on est obligé d'avoir une interface pour chaque environnement OpenACC. Donc moi, j'ai implémenté celle pour Clack. Alors maintenant, comment c'est supporté? Comment on fait pour supporter ces ensembles de callbacks? Alors, normalement, en temps normal, on a un code OpenACC qui est compilé par un compilateur OpenACC qui fait tourner une application OpenACC. Quand on arrive dans des callbacks, hop, on déclenche le callback
qui est passé à l'environnement d'exécution OpenACC. Et de l'autre côté, notre bibliothèque de profiling, elle a enregistré des callbacks. Et donc, quand il y a un callback qui est déclenché par l'application OpenACC, l'environnement d'exécution OpenACC envoie ça appelle une fonction de la bibliothèque de performance. Sauf que, sauf qu'en fait, là, on n'est pas en train de faire tourner des applications OpenACC en claque, on est en train de faire tourner des applications OpenMP. D'accord? Donc, ce qui est en train de tourner, ce qui est en train de s'exécuter, c'est l'environnement d'exécution de OpenMP. D'accord? Donc comment ça va se passer pour faire ça? Donc là, nous, ce qu'on a fait, donc on a un code source OpenACC qui a été compilé avec Clack et qui fait tourner, qui nous a généré une application OpenMP. Ça tourne dans l'environnement d'exécution OpenMP. Donc quand mon application, elle déclenche un callback, il est transmis à l'environnement d'exécution OpenMP. Et donc nous, comment on a fait? Ce qui se passe, c'est que donc on a notre bibliothèque de performance OpenACC. Et ben on a mis entre les deux un environnement d'exécution OpenACC, un tout petit, très simple. Et son boulot, c'est donc quand on enregistre notre bibliothèque de profiling, on l'enregistre à notre environnement d'exécution OpenACC, qui va traduire ça en callback OpenMP et enregistrer à l'environnement d'exécution OpenMP. Comme ça, quand notre application, qui est en fait une application OpenMP, appelle un callback, le callback est transmis à l'environnement d'exécution OpenMP, qui appelle, donc il appelle son callback, qui transmet en appelant son callback, ça transmet à l'environnement d'exécution OpenACC, et donc qui va appeler notre callback dans la bibliothèque d'analyse de performance. Voilà. Et donc, on a un mapping entre les callbacks de OpenACC et les callbacks de OpenMP. Et là, encore une fois, ils n'étaient pas tous disponibles. Donc, Joël a écrit des extensions des callbacks d'OpenMP pour pouvoir avoir ce qu'on voulait en OpenACC. Alors, c'est supporté dans Tau. Donc j'ai implémenté l'interface de callback. Ce que je viens de présenter sur l'instrumentation sélective fonctionne. On a regardé l'overhead en regardant si on n'utilise rien, si on fait du profiling, si on fait du tracing avec et sans instrumentation sélective sur des machines qui ressemblent beaucoup aux machines qu'il y a sur Summit parce que c'était ce qui était visé. Et on n'a pas d'overhead. On a utilisé des gros benchmarks spec et voilà, c'est les mêmes performances partout. Donc là, c'est de l'instrumentation sélective dans Tau. Donc en haut, je vous ai mis juste les événements OpenACC. Donc on voit, voilà, on va construire, voilà. Donc ça, OpenACC Compute Construct, c'est on calcule ce qu'il y a à l'intérieur d'une tâche implicite OpenACC. Ça, c'est quand on envoie sur le GPU, quand on démarre, etc. Et avec instrumentation sélective, donc là, j'ai mis CPU stencil parce que c'était la grosse fonction dedans. On voit qu'on passe beaucoup de temps à synchroniser les streams CUDA, etc. Et le tracing, alors ça c'est la visualisation qu'on a avec Vampire. Sur la partie gauche de l'écran, on voit ce qui se passe. Donc master thread, c'est ce qui se passe sur le CPU. Et on voit ce qui se passe sur les GPU, bon, on peut scroller. Et donc on voit là, c'est de la copie de mémoire. On peut voir que là, c'est des appels à des fonctions, etc., etc. Voilà. Alors, pour pouvoir l'utiliser, donc je vous ai remis les sources, donc les liens vers les sources. Donc dans le fork LLVM du DOI, il y a la page pour la présentation. Et on a publié ça dans un article, dans un workshop de SC l'an dernier. Donc voilà. Alors, j'ai vu qu'il y avait 7 questions dans le chat. Non, t'inquiète pas, il y en Alors.
Une table de comparaison avec les outils GProf et Vétude serait bienvenue. Bah, désolé, je l'ai pas fait. Euh, puis, enfin, ma présentation, c'était plus sur ce qu'on utilisait, pourquoi on utilise dans LLVM. Voilà. Et après, ça ne me concerne pas. Ok. Bah, je vous remercie. Merci beaucoup pour cette dernière présentation qui était aussi très intéressante. Ça montre bien aussi une application, oui, avec bien l'idée de LLVM, mais aussi pour faire de la compilation, pour faire, enfin, comme outil, pas comme fait en soi. Donc, c'était bien illustratif. Dans les questions que j'ai vu passer un petit peu plus tôt sur le chat, vous allez pouvoir poser vos questions sur le chat et directement prendre la parole. Il y avait une question de Maxime Morarou, je pense que c'est pour Emmanuel Sayer. Avez-vous des résultats pour le recouvrement des communications MPI? Et je serais curieux aussi de savoir si vous avez des influences sur la consommation de mémoire avec ces optimisations MPI. Alors oui, j'ai des résultats que je n'ai pas montré là. On a testé en fait ce recouvrement sur plusieurs benchmarks, donc il y a les chorales notamment. Je dois être honnête, les résultats ne sont pas concluants. En fait, disons que la conclusion qu'on a eue de nos tests était que plutôt c'est pas si facile on ne peut pas juste changer des communications bloquantes en des non bloquantes et puis espacer l'init et le wait en espérant que tout se passe bien. En fait, il faudrait plutôt repenser les algos des applications pour pouvoir utiliser des communications non bloquantes. C'est plutôt ça qui en est ressorti. Après, on a quand même réussi à avoir des résultats sur certains benchmarks qui étaient quand même pas trop mal. Donc, on a compté en temps d'overlap, qu'est-ce qu'on obtenait. Et puis, il y a certaines où c'était pas trop mal, on va dire. Et pour la consommation de mémoire, c'est-à-dire C'est-à-dire, c'est éventuellement le fait d'écarter les synchronisations. Les synchronisations pourraient faire que les buffers pourraient rester alloués plus longtemps, peut-être, ou ça pourrait changer ces consommations. Je ne sais pas du tout si c'est quelque chose que vous avez regardé ou qui a vraiment une influence, surtout qu'a priori, vous semblez dire que c'était quand même limité sur certains cas. Non, on n'a pas regardé ça. Après, on est en train d'étudier certaines applications pour voir si on ne pourrait pas en fait diviser des communications. On a d'autres travaux aussi dans l'équipe pour voir si on ne peut pas agréger aussi d'autres communications. Bon, ça part dans d'autres considérations et c'est d'autres types de communication, mais en gros, qu'est-ce qui vaut le plus le coup d'envoyer plein de petits messages ou envoyer un très gros message? Bon, pour l'instant, je n'ai pas trop de réponse à donner. Ce sont des travaux en cours. Ça dépend aussi des applications, je dirais. Oui, tout à fait. Il y a Maxime Moreau qui rajoute et sur des applications mini-apps. Je ne sais pas ce qu'il veut dire. Oui, Ouais. alors je crois que LAMPS, ça doit être une mini-app. Donc c'est plus entre une vraie application et un benchmark, on va dire, les mini-apps. Sur LAMPS, alors je ne me rappelle plus des résultats, pour être honnête. C'était un peu même chose en fait. Finalement, et vraiment, c'est plutôt l'algorithme derrière qu'il faudrait changer dans les algos. Parce que, voilà, ils ont été pensés il y a longtemps, souvent pour les applications, pour des communications bloquantes. Okay. Il y a une autre question de Béatrice. Est-ce que tu as utilisé l'attributor pour les analyses interprocédurales? Non, je ne sais pas ce qu'est attributor. Si c'est pour l'interprocédural, est-ce que c'est pour pour supporter les fonctions? En fait, on a fait c'est pas très beau, hein, peut-être qu'il y a des meilleures solutions. Une sorte d'inlining en fait. C'est un peu comme si on gardait des résumés des fonctions. On sait ce qui se passe au sein de la fonction et ensuite, en fait, notre analyse, elle est sur les. En fait, on regarde d'abord les fonctions qui n'appellent aucune fonction, ensuite on remonte vers les fonctions qui appellent les fonctions qu'on a déjà analysées, etc., jusqu'à remonter en fait jusqu'au main. Et donc, comme ça, on peut garder des sortes de résumés et on remplace ensuite l'appel de fonction par le résumé de la fonction et on peut savoir on peut faire nos analyses comme ça. Je ne connais pas du tout Attributor, je ne sais
pas ce que ça fait, mais du coup, je regarderai. En fait, l'attributeur, c'est quelque chose qui a commencé, je ne sais plus, en 2019 peut-être, ou à peu près entre 2018 et 2019, je pense. C'est pour propager les informations interprocédurales, justement, je pense, des résumés. Au début, c'était que pour des attributs, mais je crois qu'ils ont étendu la chose, et donc ça m'aurait intéressé justement de savoir si tu l'avais utilisé, pour voir si on pouvait l'utiliser pour des informations plus complexes. Je n'ai jamais utilisé moi-même. Ben, je garde de côté et je vais regarder. Merci. Voilà. Est-ce qu'il y a d'autres questions? N'hésitez pas à prendre la parole ou à envoyer sur le chat. Alors en attendant, juste pour prévenir que j'essaye de garder une trace des échanges, là, donc je fais des copier-coller de ce qui se passe dans le chat avec quelques filtrages. Et puis, bah, c'est cette histoire, ce débat lancé par Sébastien là, sur les versions LLVM, la politique à connaître sur les numéros de version, etc. Bon, je ne sais pas trop si ça a du sens de garder ça dans le compte-rendu, mais en tout cas, bon, je trouve que les échanges sont intéressants. Voilà, donc moi, je reste ouvert à savoir s'il faut garder une trace de tout ça. Bon, sachez que ce n'est pas nominatif, hein, je ne mets pas les noms des personnes qui ont posé des questions ou qui ont répondu, mais je disais que ce serait intéressant de garder une trace quand même de tous ces échanges. Donc en fait, je ne sais pas trop quoi conclure finalement de ces histoires. Est-ce que finalement le conseil, c'est quand même d'aller directement sur la page dédiée de LLVM et puis si on veut mettre les mains dedans, ou si il faut s'appuyer sur les paquets qui sont donnés par les différentes versions? Eh ben, ça dépend. Ça dépend de combien de versions de LLVM tu vas avoir en même temps. Genre, si typiquement, le cas d'utilisation, si c'est juste un LLVM qui suffit et que c'est le dernier et que c'est OK, il suffit d'installer ça avec les paquets, il n'y a aucun problème. Mais il y a des cas d'utilisation, typiquement quand on développe un outil qui peut évoluer et qu'il faut rebaser régulièrement par-dessus plusieurs versions de LLVM, ça peut être intéressant d'avoir un système où en fait on n'a pas de version de LLVM trouvée par défaut et on va juste, avec l'intégration CMake, dire prends cet LLVM-là et que ce ne soit pas pourri par ce qui est installé sur le système par défaut, quoi. Voilà. Ok. Oui, ça peut être un piège similaire, peut être probablement sous Mac, là où on appelle GCC, qui par défaut cache ses langues derrière. Ah oui, non, mais alors si on commence sur Mac, on n'a pas fini. Parce que déjà, le numéro de version affiché par langue, c'est pas le bon, c'est un autre truc, c'est un groupe particulier qui est fait par les devs d'Apple, donc il faut prenez Et alors, Xcode, que des aussi, une trucs remarque que j'ai, proprement. c'est qu'il y a de plus en plus de compilateurs qui sont basés sur LLVM, sur Clang. Et il y en a qui désactivent le système de plugin. Parce que nous, on s'était dit, bah, ça fait un support gratuit, quoi. Et on donne le plugin et puis alors il faut faire un petit peu attention quand on le compile, mais on donne le plugin et puis on va supporter ICC, NVCC, etc. Et en fait, il y a des petits cochons qui désactivent le support des plugins. Ils disent c'est pour des raisons de sécurité et on peut pas charger de plugin externe. Oui. Il y a plusieurs personnes pour. Là, j'ai lancé Mac Homebrew et semble être la solution qui est levée pour arriver à installer son GCC et son LLVM proprement pour avoir une base de travail. Ou MacPort. Le concurrent d'Homebrew. Une petite question par rapport aussi sur la dernière présentation, instrumentation de programme. Là, pour l'instant, vous faisiez uniquement de l'ajout d'instrumentation sélective.
Est-ce qu'il y a des réflexions sur, vu qu'on est dans une phase de compilation, pour faire éventuellement de l'instrumentation peut-être plus intelligente, là où on pourrait avoir certaines conditions, des choses par rapport à l'analyse du programme, ou lire des états internes pour arriver à faire des choses. Je ne sais pas si ça a du sens d'ailleurs pour faire ça, mais C'est très intéressant, ouais. Je suis ouverte à toute suggestion là-dessus. Parce que c'est on aimerait bien aussi ajouter, par exemple, instrumenter cette boucle-là, etc. Mais là, faut réfléchir un petit peu à la syntaxe du fichier d'entrée avec ça. on cherche à mesurer. Peut-être que le premier appel est différent des autres. Je n'ai aucune idée. On appelle sur certains types de mémoire pour avoir plein de choses. Et aussi une petite remarque, c'est que bah, comme on peut passer des paramètres au plugin, tout est paramétrable, et notamment le nom des fonctions qu'on appelle quand on rentre et enfin, pour prendre les mesures. Et donc on n'est pas, a priori, on n'est pas vraiment lié à taux parce qu'on peut insérer autre chose que des taux start et des taux stop. Ah oui. Oui, peu importe le système d'instrumentation, on l'insère, puis après on le branche sur la chose. Excellent. Voilà. Question de Vincent Rouvreau. Le paquet Conda LLVM fonctionne-t-il? Je ne sais pas pour qui la question. S'il y a des présentateurs à qui ça parle. Ça ne me parle pas. Demande personne n'a essayé. A priori, il n'y a pas full pour répondre, donc je ne sais pas si on pourra beaucoup vous aider ici. Un des points aussi qui peut être intéressant, je pense, à lever par rapport aux remarques de Camille qui disait qu'il y avait certains compilateurs qui bloquaient l'insertion de passe. Quelque chose qui est extrêmement surprenant, c'est au contraire Xilinx, qui fait des outils pour FPGA, a autorisé et met même en avant l'insertion de passes LLVM dans son outil de synthèse HLS, ce qui n'est pas pour des personnes qui ont des outils assez propriétaires, ça donne de nouvelles opportunités aussi pour travailler en HLS, un peu dans l'autre sens. Donc, c'est une autre opportunité encore d'utiliser ces outils LLVM sur le front-end de Vitis HLS. Et comme beaucoup de choses avec LLVM, ça se fait bien, même sur un outil FPGA, ça se fait bien. Voilà. Ben, s'il n'y a pas d'autres questions, je vais encore une fois remercier les présentations. On a une félicitation pour l'organisation de cette session à l'LVM en français, très intéressant. Merci aux auteurs et aux organisateurs, mais clairement, merci beaucoup à tous les orateurs parce que c'était vraiment passionnant, très intéressant et extrêmement riche. On a eu beaucoup de monde qui s'est connecté, donc je pense que c'est intéressé du monde. Merci beaucoup. Merci. Bonne fin de journée.